Tu peux t'asseoir là-bas, a dit ma sœur en montrant du doigt un coin vide. Son mari a ricané. Puis, l'addition est arrivée, 1800 €. Je l'ai prise, j'ai souri et j'ai dit, pas mon problème. Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans. Je travaille comme kinésithérapeute à Lyon, où j'aide des gens à se remettre de blessures et d'opérations chirurgicales. J'ai toujours aimé mon travail parce qu'il a du sens, et je me suis construit une vie décente. Je loue un petit appartement, j'ai de bons amis, et j'ai appris à voler de mes propres ailes. Mais ma relation avec ma famille, surtout avec ma sœur aînée, Chloé, a toujours été compliquée. Chloé a 32 ans, elle est mariée à un homme nommé Antoine, et ils vivent ensemble dans ce que je ne peux décrire que comme une vie de rêve soigneusement mise en scène. Ils publient constamment sur les réseaux sociaux des photos de leurs dîners coûteux, de leurs vêtements de créateurs, de leurs week-ends dans des hôtels de luxe. Tout est pour la galerie. Tout est une question de statut. Et d'aussi loin que je me souvienne, Chloé m'a toujours traité comme si j'étais inférieur à elle parce que je ne vis pas de la même manière. Enfant, nous n'étions pas proches. Chloé était la sœur aînée, la plus jolie, la plus populaire. J'étais la discrète qui passait trop de temps à étudier et pas assez à essayer d'impressionner les gens. Nos parents adoraient Chloé. Ils louaient sa beauté, sa confiance en elle, sa capacité à captiver une audience. Pendant ce temps, moi, j'étais juste là, la fille fiable, celle qui ne causait pas de problème, celle qu'il était facile d'ignorer. Quand Chloé s'est mariée il y a 3 ans, elle a bien fait comprendre que sa nouvelle vie était à un autre niveau. Elle a cessé de m'appeler, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Elle a cessé de m'inclure dans les événements familiaux, sauf si c'était absolument nécessaire. Et quand elle m'invitait, c'était toujours avec ce message sous-jacent, tu n'as rien à faire ici, mais je suis généreuse de te laisser venir. J'ai essayé de ne pas me laisser atteindre. Je me suis concentré sur mon travail, sur la construction de ma propre vie, sur le fait d'être heureuse sans avoir besoin de son approbation. Mais au fond, ça me blessait. Ça me blessait à chaque fois qu'elle faisait un commentaire désobligeant sur mon travail, mon appartement, mes vêtements. Ça me blessait à chaque fois qu'elle agissait comme si j'étais une source d'embarras. Il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Chloé a commencé à m'appeler plus souvent. Au début, j'ai pensé qu'elle faisait peut-être enfin un effort pour renouer le contact. Peut-être voulait-elle réparer notre relation. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui se passait vraiment. Elle avait besoin d'argent. Ça a commencé doucement. Elle a appelé un après-midi, la voix douce et pleine d'excuses, disant qu'elle et Antoine étaient un peu justes ce mois-ci et si je pouvais les dépanner de quelques centaines d'euros. Elle a promis de me rembourser en 1 semaine. J'ai hésité, mais c'était ma sœur. Je voulais croire qu'elle était sincère, alors j'ai fait le virement. 1 semaine est passée, puis 2, puis 1 mois. Elle ne m'a jamais remboursé. Puis elle a rappelé. Cette fois, c'était pour des réparations de voiture. Encore 500 €. Encore une fois, elle a promis de me rembourser. Encore une fois, elle ne l'a pas fait. En 6 mois, j'ai prêté près de 4000 € à Chloé. Chaque fois, elle avait une raison. Chaque fois, elle promettait de me rembourser. Chaque fois, elle ne le faisait jamais. J'ai gardé une trace de chaque transaction. J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque promesse, chaque excuse. Je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais un instinct me disait de tout conserver. Plus je l'aidais, plus elle me traitait mal. C'était comme si elle m'en voulait d'avoir de l'argent à lui prêter. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que je devais m'en sortir mieux que je ne le laissais paraître, que je cachais probablement de l'argent, que je devrais être plus généreuse puisqu'elle faisait partie de la famille. Elle me faisait me sentir coupable de ne pas lui donner encore plus. La semaine dernière, elle m'a appelé à l'improviste. Son ton était enjoué, presque trop. Elle a dit qu'elle voulait m'inviter à dîner pour me remercier de tout ce que j'avais fait. Elle a dit qu'il était temps de célébrer notre sororité et de passer du temps de qualité ensemble. Elle a même mentionné qu'Antoine voulait mieux me connaître. J'étais sceptique. Chloé ne fait rien sans raison. Mais une petite partie de moi voulait croire qu'elle était sincère. Peut-être voulait-elle vraiment arranger les choses. Peut-être reconnaissait-elle enfin tout ce que j'avais fait pour elle. Elle m'a dit de la retrouver dans un restaurant de viande réputé du centre-ville. Le genre d'endroit où le menu n'affiche pas les prix et la carte des vins est plus épaisse qu'un annuaire. Je me sentais mal à l'aise, mais j'ai accepté. J'ai mis une jolie robe, je me suis coiffé et j'ai essayé d'y aller avec un esprit ouvert.
Quand je suis arrivé, Chloé et Antoine étaient déjà assis à une grande table près de la fenêtre. Il y avait 2 autres couples avec eux, des gens que je ne connaissais pas. Chloé m'a fait signe avec un grand sourire, mais en m'approchant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La table était pleine. Chaque siège était pris, sauf un dans un coin, à l'écart de tous les autres. Tu peux t'asseoir là-bas, a dit Chloé en désignant le siège vide dans le coin comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Antoine a ricané. Les autres couples ont échangé des regards, mais n'ont rien dit. Je suis resté là un instant, tenant mon sac à main, sentant le poids de l'humiliation s'abattre sur moi. Ce n'était pas un dîner de remerciements. C'était une autre performance. Une autre façon pour Chloé de montrer à tout le monde que je n'étais pas à ma place. Je me suis assise sur le siège du coin sans dire un mot. La chaise semblait froide et distante, comme si j'étais à une table complètement séparée. La conversation fusait autour de moi, bruyante et animée. Mais je n'étais pas incluse. Chloé trônait au centre, riant trop fort aux blagues d'Antoine, lui touchant le bras de cette manière exagérée qu'elle avait toujours quand elle voulait que les gens voient à quel point ils étaient heureux. J'ai pris le menu et j'ai essayé de me concentrer sur les options. Tout était cher. Les entrées commençaient à 30 €. Les plats variaient de 50 à 100 €. La carte des vins était absurde. Je ne comptais pas commander grand-chose. Je ne voulais pas contribuer à ce spectacle, quel qu'il soit. Antoine a commandé une bouteille de vin pour la table. 200 €. Chloé a commandé des huîtres en entrée. Les autres couples ont suivi, commandant des cocktails coûteux, des plateaux de fruits de mer, des entrecôtes. Chloé n'arrêtait pas d'encourager tout le monde à commander plus, à essayer les suggestions, à se faire plaisir. Elle jouait le rôle de l'hôtesse généreuse, et tout le monde tombait dans le panneau. J'ai commandé une salade et de l'eau. Chloé m'a jeté un regard, son sourire crispé. C'est tout ce que tu prends? Allez, Léa. Profite un peu. C'est une célébration. Ça me va, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux au ciel et s'est retournée vers le groupe. Ma sœur est toujours si pragmatique. Elle ne sait pas s'amuser. La table a ri. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai gardé une expression neutre. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir contrarié. Le dîner s'est éternisé. La conversation tournait autour des vacances, des nouvelles voitures, des sacs à main de créateurs. Chloé s'est assurée que tout le monde soit au courant du voyage qu'elle et Antoine prévoyaient dans les Caraïbes. Elle a parlé de la villa privée qu'ils avaient louée, du yacht sur lequel ils navigueraient, des soins au spa qu'elle avait déjà réservés. C'était si performatif, si calculé pour impressionner. À un moment donné, une des autres femmes m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, Chloé m'a coupé. Oh, Léa est kiné. Elle travaille avec des personnes âgées et des sportifs. C'est adorable, vraiment. Très humble. Le ton sur lequel elle a dit humblement faisait une insulte, comme si mon travail était quelque chose de pitoyable. C'est en fait très épanouissant, ai-je dit, en gardant la voix stable. J'aide les gens à retrouver leur mobilité et leur indépendance. C'est gratifiant. Chloé a fait un geste dédaigneux de la main. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde ne peut pas avoir une carrière glamour. Je n'ai pas répondu. Ça ne servait à rien. Chloé n'était pas intéressée par une vraie conversation. Elle voulait juste me rabaisser devant ses amis. Au fil de la soirée, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Chloé jetait constamment des coups d'œil à son téléphone, et à chaque fois, son expression se crispait. Antoine semblait tendu, lui aussi. À un moment, ils se sont excusés pour aller aux toilettes ensemble, et quand ils sont revenus, le sourire de Chloé semblait forcé. Je me suis demandé si quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste que la soirée se termine. Finalement, le dessert a été servi. Chloé a commandé un soufflé au chocolat à partager pour la table. Plus de champagne a été versé. L'addition allait être astronomique, et j'avais un mauvais pressentiment sur ce qui allait suivre. Quand le serveur a apporté l'addition, il l'a placée au centre de la table. Tout le monde y a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Le silence était gênant. Chloé a pris l'addition, ses yeux balayant le total, puis l'a reposée avec un soupir théâtral. 1800 €, a-t-elle annoncé, la voix assez forte pour que tout le monde entende. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on célèbre correctement. Elle a regardé autour de la table avec attente,
mais personne n'a sorti son portefeuille. Les autres couples se sont agités, mal à l'aise. Il est devenu clair qu'ils pensaient que Chloé et Antoine réglaient la note. Le sourire de Chloé s'est effacé. Elle a jeté un regard à Antoine, qui a haussé les épaules. Puis elle m'a regardé. Léa, pourquoi ne t'occupes-tu pas de ça? Tu as été si généreuse ces derniers temps. Considère ça comme ta contribution à la soirée. Je l'ai dévisagé. Mon cœur battait à tout rompre. C'était donc ça. C'était la vraie raison de son invitation. Elle avait orchestré tout ce dîner, invité ces gens, commandé toute cette nourriture et ce vin cher, et maintenant elle s'attendait à ce que je paie pour tout. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi. Les autres couples avaient l'air embarrassés, comme s'ils voulaient disparaître. Antoine souriait d'un air suffisant, appréciant clairement le spectacle. Pendant un instant, je n'ai pas su quoi faire. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait partir en claquant la porte. Mais ensuite, quelque chose d'autre a pris le dessus. Une clarté froide et calme. J'ai pris l'addition. J'ai regardé le total, 1800 €. Puis j'ai regardé Chloé et j'ai souri. Pas mon problème, ai-je dit. J'ai reposé l'addition sur la table et je me suis levé. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chloé s'élever, paniquée. Léa, Léa, reviens ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Mais j'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas hésité. Je suis sorti de ce restaurant dans l'air frais de la nuit. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre. Chloé m'a appelé 17 fois cette nuit-là, je n'ai pas répondu. Antoine m'a envoyé une série de SMS en colère, me traitant d'égoïste et d'ingrate. Je l'ai bloqué. Chloé a laissé des messages vocaux, son ton passant de la colère au désespoir, puis à la culpabilisation. Je les ai tous supprimés. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais que Chloé ne laisserait pas passer ça. Mais je savais aussi autre chose. J'en avais fini d'être son paillasson. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 32 appels manqués et 2 fois plus de SMS. La plupart venaient de Chloé, mais quelques-uns étaient de notre mère. Mon estomac s'est noué en les parcourant. Chloé l'avait déjà contacté. J'ai rappelé ma mère, me préparant à ce qui allait suivre. Léa, mais qu'est-ce qui t'a pris, a-t-elle dit dès qu'elle a décroché. Chloé m'a raconté ce que tu as fait. Comment as-tu pu l'embarrasser comme ça? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'avait invité à dîner juste pour me laisser avec une addition de 1800 €? Il y a eu une pause. Elle a dit que c'était censé être un dîner de famille. Elle a dit que tu avais proposé de payer. Je n'ai jamais proposé de payer. Elle a supposé que je le ferais. Elle se sert de moi depuis des mois, maman. Elle m'a emprunté près de 4000 € et n'a pas remboursé un seul centime. Une autre pause, plus longue cette fois. Eh bien, c'est ta sœur. Tu devrais l'aider quand elle en a besoin. Je l'ai aidée, encore, et elle ne m'a jamais remercié une seule fois. Elle n'a fait que demander plus. Ma mère a soupiré. Ce même soupir-là ce qu'elle faisait toujours quand elle ne voulait pas gérer un conflit. Léa, je ne veux pas m'impliquer dans ce qui se passe entre vous deux. Essayez juste de régler ça. C'est la famille. Elle me traite comme une ordure, maman. Et tu prends son parti sans même écouter ma version. Je ne prends pas parti. Je pense juste que vous êtes toutes les deux adultes et que vous devriez régler ça entre vous. J'ai raccroché. Il n'y avait aucun intérêt à continuer la conversation. Ma mère avait toujours favorisé Chloé, lui avait toujours trouvé des excuses, s'était toujours attendu à ce que je sois la compréhensive, celle qui pardonne, celle qui se plie en quatre pour maintenir la paix. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me distraire avec le travail. J'avais des rendez-vous consécutifs avec des patients, et je me suis jeté à corps perdu pour les aider. Ça faisait du bien de se concentrer sur quelque chose de productif, quelque chose qui comptait. Mais dans un coin de ma tête, je n'arrêtais pas de revivre le dîner, l'humiliation, la manipulation, la supposition que j'allais simplement me soumettre et faire tout ce que Chloé voulait. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Chloé. Il était différent de ses messages précédents. Moins en colère, plus calculé. Léa, je suis désolé pour hier soir. Je ne voulais pas que les choses dérapent à ce point. On peut parler?
J'ai vraiment besoin de t'expliquer quelque chose. J'ai fixé le message. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une partie de moi voulait lui dire de me laisser tranquille, mais une autre partie était curieuse. Que pouvait-elle bien dire pour justifier ce qu'elle avait fait? J'ai répondu par SMS, d'accord, un café demain, midi. Au café de la rue de la République. Elle a répondu immédiatement, merci. J'y serai. Le lendemain, je suis arrivé au café avec 15 minutes d'avance. J'ai commandé un café noir et je me suis assise dans une banquette d'angle en regardant la porte. Chloé est arrivée pile à l'heure, vêtue d'une de ses tenues de créateur, son maquillage parfait. Elle m'a repéré et s'est approchée, son expression soigneusement neutre. Salut, a-t-elle dit en glissant sur le siège en face de moi. Salut. Elle a commandé un latte au serveur, puis a joint ses mains sur la table. Je sais que tu es en colère contre moi. C'est un euphémisme. Elle a soupiré. Écoute, je suis désolé, d'accord? Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. J'ai juste pensé que ce serait bien d'être tous ensemble et puis les choses sont devenues chères et j'ai paniqué. Tu n'as pas paniqué. Tu as planifié ça. Tu as invité tous ces gens. Tu as commandé les choses les plus chères du menu et ensuite tu as essayé de me refiler l'addition. J'espérais que tu aiderais. Tu as été si généreuse. Et j'ai pensé. Tu as pensé quoi? Que j'allais continuer à te donner de l'argent pour toujours? Que je ne remarquerais pas que tu ne me rembourses jamais? Sa mâchoire s'est crispée. J'avais l'intention de te rembourser. Les choses ont juste été difficiles. Difficiles? Tu prévois un voyage dans les Caraïbes. Tu viens d'acheter un nouveau sac à main qui coûte plus cher que mon loyer. Ne me mens pas, Chloé. Elle a détourné le regard, ses doigts tapotant nerveusement la table. D'accord. Tu veux la vérité? Antoine et moi sommes fauchés. Nous sommes noyés sous les dettes. Nous vivons à crédit depuis 1 an et nos cartes sont au maximum. Nous ne pouvons plus suivre les paiements. Le voyage, les dîners, les vêtements. Tout est pour la galerie. Tout est faux. Je l'ai dévisagé. Et tu as pensé que la solution était de me prendre de l'argent? Tu es la seule personne à qui je pouvais demander. Maman et papa n'ont rien. Mes amis me jugeraient s'ils savaient la vérité. Tu étais la seule option. Donc, tu t'es servi de moi. Je ne me suis pas servi de toi. J'avais besoin d'aide. Tu t'es servi de moi, ai-je répété, la voix ferme. Tu n'as pas demandé de l'aide. Tu m'as manipulé. Tu m'as fait me sentir coupable. Tu m'as traité comme si j'étais inférieur à toi. Et ensuite, tu as eu l'audace de t'attendre à ce que je te sorte du pétrin. Elle n'a rien dit. Elle est restée assise là, son expression oscillant entre la culpabilité et la défensive. Je veux récupérer mon argent, ai-je dit. La totalité. 4 000 €. Elle a ri amèrement. Je n'ai pas 4 000 €. Alors tu ferais mieux de trouver une solution, parce que j'en ai fini d'être ton distributeur de billets personnels. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas tourner le dos à ta propre sœur? Tu m'as tourné le dos il y a longtemps, ai-je dit. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à te servir de moi. Je me suis levé, laissant mon café à moitié fini sur la table. Je te donne 2 semaines pour trouver l'argent. Si tu ne le fais pas, j'entame une procédure judiciaire. Ses yeux se sont agrandis. Tu n'oserais pas laisser moi. Je suis sorti du café, la laissant assise là, seule. Mes mains tremblaient, mais je me sentais forte. Pour la première fois depuis des années, je ne reculais pas. 2 semaines se sont écoulées et Chloé ne m'a pas contacté une seule fois. Je vérifiais mon compte en banque tous les jours, espérant voir un virement. Rien. Je n'étais pas surprise, mais j'étais déçue. Une partie de moi avait espéré qu'elle me prouverait que j'avais tort, qu'elle prendrait enfin ses responsabilités. Le 15e jour, j'ai reçu un SMS d'elle. On peut se voir, s'il te plaît? J'ai quelque chose à te dire. J'ai accepté de la retrouver dans un parc près de mon appartement. C'était un lieu public, un terrain neutre. Je ne voulais pas d'une autre scène dans un restaurant ou un café. Quand je suis arrivé, Chloé était déjà là, assise sur un banc. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, son visage sans maquillage.
Elle portait un jean et un simple pull. Je ne l'avais jamais vue aussi ordinaire. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais à côté d'elle. Tu as mon argent? Elle a secoué la tête. Non, je ne l'ai pas, mais je dois t'expliquer quelque chose. J'ai croisé les bras. Vas-y, elle a pris une profonde inspiration. Antoine m'a quitté. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il est parti il y a 3 jours. Il a dit qu'il ne supportait plus la pression. Il a dit qu'il était fatigué de faire semblant, fatigué des dettes, fatigué de tout. Il a fait un sac et a emménagé chez son frère. Je ne savais pas quoi dire. J'ai ressenti une lueur de sympathie, mais elle a été rapidement éclipsée par la frustration. Je suis désolé, Chloé, mais ça ne change rien au fait que tu me dois de l'argent. Je sais. Je sais, mais je ne l'ai pas. Je n'ai rien. Les cartes de crédit sont toutes au maximum. Les comptes en banque sont vides. Antoine a pris sa moitié du peu d'économie qu'il nous restait. Je suis complètement fauché. Alors trouve un travail. Vends tes affaires. Débrouille-toi. Elle a ri, mais c'était un rire creux. J'ai essayé. J'ai postulé à une 12aine d'endroits. Personne ne veut m'embaucher. Je n'ai aucune compétence réelle. Je suis femme au foyer depuis 3 ans. Et tous les trucs de créateur, ce sont des faux. Des contrefaçons. Je ne peux rien en tirer. Je l'ai dévisagé. Tu as fait semblant pendant tout ce temps. Elle a hoché la tête, les larmes montant à ses yeux. Tout était faux. Les voyages, les vêtements, le style de vie. On essayait juste de sauver les apparences. On pensait que si on avait l'air de réussir, on finirait par réussir. Mais tout s'est effondré. Je voulais avoir pitié d'elle. Vraiment. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont elle m'avait entraîné dans son désordre. Comment elle s'était servie de moi pour soutenir sa fausse vie. Chloé, tu as fait tes choix. Tu as choisi de vivre au-dessus de tes moyens. Tu as choisi de mentir à tout le monde. Tu as choisi de me prendre de l'argent et de ne jamais le rembourser. Je ne peux pas régler ça pour toi. Je ne te demande pas de le régler. Je te demande juste plus de temps. Je t'ai donné 2 semaines. Tu n'as même pas essayé. Si, j'ai essayé. Je n'ai juste pas l'argent. Alors nous irons au tribunal. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, Léa, ne fais pas ça. Je suis ta sœur. Tu continues de dire ça comme si ça signifiait quelque chose, mais tu ne m'as jamais traité comme une sœur. Tu m'as traité comme une commodité. Elle a essuyé ses yeux. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je t'en supplie. S'il te plaît, ne m'emmène pas au tribunal. Ça détruira ce qu'il reste de ma vie. Je me suis levé. Tu as détruit ta propre vie, Chloé. Je ne fais que protéger la mienne. Je suis parti, la laissant pleurer sur le banc. Ma poitrine était serrée, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais plus laisser la culpabilité me contrôler. Au cours des jours suivants, j'ai contacté un avocat. J'ai expliqué la situation, lui ai montré les dossiers que j'avais gardés, chaque transaction, chaque SMS, chaque promesse de Chloé. Il m'a dit que j'avais un dossier solide pour le tribunal d'instance. Vous avez tout documenté, a-t-il dit. Ça va jouer en votre faveur. Soyez simplement prête à ce que ça devienne compliqué. Les affaires familiales le sont toujours. J'ai rempli les papiers. Une date d'audience a été fixée 6 semaines plus tard. J'ai envoyé à Chloé une notification officielle par l'intermédiaire du tribunal. Elle avait la possibilité de régler à l'amiable avant l'audience, but je doutais qu'elle le ferait. En attendant, j'ai essayé de mener ma vie aussi normalement que possible. Je me suis concentré sur mes patients, je suis allé à la salle de sport, j'ai passé du temps avec des amis, mais la situation avec Chloé planait sur moi comme un nuage noir. Je n'arrêtais pas d'y penser. Un soir, j'ai reçu un appel de ma mère. Léa, j'ai entendu dire que tu emmenais Chloé au tribunal. Est-ce vrai? Oui. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur? Elle me doit 4 000 €, maman. Elle a eu des mois pour me rembourser et elle ne l'a pas fait. Elle traverse un divorce. Elle est en difficulté. Ne peux-tu pas être plus compréhensive? J'ai été compréhensive pendant des années.
C'est fini. Tu es égoïste. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Égoïste. Je lui ai prêté des milliers d'euros. Je l'ai aidée encore et elle ne m'a jamais remercié. Elle ne m'a jamais traité avec respect. En quoi suis-je l'égoïste? Parce que la famille est censée s'entraider. Alors où était-elle quand j'avais besoin d'aide? Où était-elle quand j'avais du mal à payer mon loyer l'année dernière? Où était-elle quand je lui ai demandé de m'aider à déménager? Elle n'était nulle part. Elle n'apparaît que quand elle a besoin de quelque chose de moi. Ma mère a soupiré. Je pense juste que tu fais une erreur. C'est ton opinion, mais je ne changerai pas d'avis. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient. Je me sentais en colère, blessé et épuisé. Il semblait que quoi que je fasse, j'étais toujours celle qu'on dépeignait comme la méchante. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email étrange. L'objet était « Tu dois voir ça ». Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas de message, juste un lien vers une publication sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué et je me suis retrouvé sur le profil de Chloé. Elle avait posté un long message décousu sur la façon dont elle était attaquée par sa propre famille. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais il était évident de qui elle parlait. Elle se présentait comme la victime, quelqu'un qui n'avait pas de chance et qu'on enfonçait alors qu'elle était déjà à terre. Les commentaires étaient pleins de sympathie. Des gens que je ne connaissais pas me traitaient de sans-cœur, de cruel, disant à Chloé de rester forte. J'ai eu la nausée. Elle essayait de manipuler l'opinion publique pour retourner les gens contre moi avant la date du procès. C'était du Chloé tout craché, toujours à jouer la victime, toujours à déformer la vérité. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. J'avais la vérité, et j'avais des preuves. Les semaines suivantes furent brutales. Chloé a poursuivi sa campagne sur les réseaux sociaux, publiant des mises à jour sur ses difficultés, son chagrin d'amour, sa ruine financière. Elle n'a jamais mentionné l'argent qu'elle me devait. Elle n'a jamais mentionné les années de manipulation. Elle se présentait juste comme une femme abandonnée par tout le monde, y compris sa propre sœur. Je voulais répondre. Je voulais publier les captures d'écran, les relevés de transactions, la preuve qu'elle mentait. Mais mon avocat m'a conseillé de ne pas le faire. N'entrez pas dans son jeu, a-t-il dit. Laissez-la creuser sa propre tombe. Quand nous serons au tribunal, les faits parleront d'eux-mêmes. Alors, je suis restée silencieuse. Mais c'était dur. C'était dur de voir les gens croire à ces mensonges. C'était dur de voir des connaissances communes prendre son parti sans connaître toute l'histoire. Ma mère a rappelé. Cette fois, elle était en colère. J'ai vu ce que tu fais à Chloé. Tout le monde en parle. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant pour notre famille? Je ne fais rien à Chloé. C'est elle qui se fait ça à elle-même. Tu l'emmènes au tribunal pour de l'argent. La famille ne poursuit pas la famille en justice. La famille ne vole pas la famille non plus. Elle n'a pas volé. Elle a emprunté. Emprunter signifie qu'on rembourse. Elle n'en a jamais eu l'intention. La voix de ma mère est devenue froide. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras. Tu vas déchirer cette famille. Cette famille était déjà déchirée, maman. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que c'était pratique de l'ignorer. Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée assise dans mon appartement, fixant mon téléphone, me sentant complètement seule. Ma sœur me détestait. Ma mère avait pris son parti. Je n'ai même pas pris la peine de contacter mon père parce que je savais qu'il se contenterait de répéter ce que ma mère disait. La seule personne qui comprenait était mon amie, Brianna. Elle m'avait soutenu depuis le début, m'écoutant me plaindre, m'encourageant à tenir bon. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle dit un soir au dîner. Ta famille est toxique. Ils se sont servis de toi pendant des années. Je sais, mais ça fait mal quand même. Bien sûr que ça fait mal, mais ça ne veut pas dire que tu dois reculer. Tu mérites d'être traité avec respect. J'ai hoché la tête, mais le poids de tout cela était écrasant. Une semaine avant la date du procès, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Bonjour. C'est bien Léa. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Claire. Je suis la sœur d'Antoine. Je me suis figé. La sœur d'Antoine.
Oui. Écoutez, je sais que c'est étrange, mais je dois vous parler. C'est à propos de Chloé. Qu'y a-t-il à son sujet? Pouvons-nous nous rencontrer? Je ne veux pas faire ça par téléphone. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant tranquille le lendemain après-midi. Claire était un peu plus âgée qu'Antoine, avec une attitude directe. Elle s'est assise en face de moi et est allée droit au but. J'ai entendu parler du procès, a-t-elle dit. Antoine m'en a parlé et je pense que vous devriez savoir quelque chose. Quoi? Chloé vous a menti. Pas seulement sur l'argent, surtout. Je me suis penché en avant. Que voulez-vous dire? Claire a sorti son téléphone et m'a montré une série de SMS. Ils étaient entre Antoine et Chloé, datant des derniers mois. Les messages révélaient un schéma de planification, de complot et de manipulation. Ils m'avaient délibérément ciblé, sachant que j'avais des économies. Ils avaient élaboré une stratégie pour emprunter autant qu'ils le pouvaient sans aucune intention de rembourser. Un message de Chloé disait « Léa est si facile à culpabiliser. Il suffit de jouer la carte de la famille et elle nous donnera tout ce dont on a besoin. » Un autre d'Antoine « On devrait exploiter ça aussi longtemps que possible. Elle ne dira pas non. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce qu'Antoine est un idiot, mais Chloé est une vipère. Elle l'a manipulé autant qu'elle vous a manipulé. Quand les choses se sont effondrées, elle lui a tout mis sur le dos. Elle a dit aux gens qu'il était violent, qu'il contrôlait les finances, que tout était de sa faute. Rien de tout ça n'est vrai. Il vit chez moi maintenant, et il est au plus mal. Je ne veux pas qu'elle s'en tire en le détruisant, lui et vous. Pourquoi n'a-t-il rien dit avant? Il avait honte. Il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il a suivi parce qu'il l'aimait. Il pensait qu'il pourrait arranger les choses. Mais Chloé n'a jamais été intéressée par le fait d'arranger quoi que ce soit. Elle voulait juste maintenir son image. J'ai fixé les messages, les mains tremblantes. Puis-je en avoir des copies? C'est pour ça que je suis là. Je vous les ai déjà envoyés par email. J'ai levé les yeux vers elle. Merci. Elle a hoché la tête. Chloé joue la victime depuis trop longtemps. Il est temps que quelqu'un lui demande des comptes. Après le départ de Claire, j'ai transféré les messages à mon avocat. Il m'a appelé 1 heure plus tard. Ça change tout, a-t-il dit. C'est la preuve d'une escroquerie intentionnelle. Elle ne va pas seulement vous devoir de l'argent. Elle pourrait faire face à des poursuites pénales. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de tristesse. Justification parce que j'avais enfin la preuve indéniable que je n'étais pas folle, que Chloé s'était servie de moi depuis le début. Tristesse parce que c'était ma sœur, et que nous en étions arrivés là. Le jour du procès est arrivé. Je me suis habillé avec soin, optant pour un chemisier simple et un pantalon, professionnel, calme, posé. Je suis arrivé au palais de justice en avance et je me suis assise dans la salle d'attente, mon dossier de preuve sur les genoux. Chloé est arrivée avec 10 minutes de retard, portant l'une de ses plus belles tenues. Elle avait l'air nerveuse. Quand elle m'a vu, elle a rapidement détourné le regard. On nous a appelés dans la salle d'audience. La juge, une femme d'âge mûr aux yeux perçants, a examiné le résumé de l'affaire et nous a demandé de présenter nos versions. J'ai commencé, exposant la chronologie des prêts, les promesses, l'absence de remboursement. J'ai montré les relevés de transactions, les SMS, les emails. Mon avocat a tout présenté méthodiquement, clairement, factuellement. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle a commencé avec une histoire larmoyante, parlant de son divorce, de ses difficultés, de sa ruine financière. Elle a essayé de me dépeindre comme une personne sans cœur, qui l'enfonçait alors qu'elle était déjà à terre. Mais ensuite, mon avocat a présenté les messages de Claire, se montrant la planification délibérée, la manipulation, l'intention de tromper. L'expression de la juge s'est durcie en les lisant. Le visage de Chloé est devenu blême. Elle a essayé de bafouiller une explication, mais la juge l'a interrompue. C'est une preuve claire d'escroquerie, a déclaré la juge. Non seulement vous rembourserez la totalité du montant, mais vous serez également soumise à des pénalités. Je statue en faveur de la plaignante. L'avocat de Chloé lui a chuchoté quelque chose, et elle s'est affalée sur sa chaise. La juge a ordonné à Chloé de me rembourser intégralement sous 90 jours, avec les intérêts et les frais de justice.
Si elle ne le faisait pas, son salaire serait saisi et des poursuites supplémentaires suivraient. En sortant du palais de justice, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids de l'incertitude, de la manipulation constante, d'être toujours celle qui devait céder. C'était enfin parti. J'avais gagné. Pas seulement le procès, mais quelque chose de plus grand. Je m'étais défendu contre quelqu'un qui avait passé des années à me faire sentir petite. Chloé ne m'a pas regardé en sortant. Elle et son avocat se sont dirigés rapidement vers le parking, les épaules voûtées, le visage caché derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Je n'ai pas essayé de lui parler. Il n'y avait plus rien à dire. Mon avocat m'a serré la main devant le tribunal. Félicitations. Vous avez géré ça avec beaucoup de grâce. Merci pour tout, ai-je dit. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Vous avez fait le plus dur. Vous avez gardé des archives. Vous êtes resté calme et vous n'avez laissé personne vous intimider. Ça demande une vraie force. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second, mon esprit rejouant les mots de la juge encore et encore. C'était réel. C'était fait. Chloé devrait me rembourser. Et si elle ne le faisait pas, il y aurait des conséquences qui n'auraient rien à voir avec moi. Le tribunal s'en chargerait. En arrivant à la maison, j'ai appelé Brianna. J'ai gagné, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Je savais que tu le ferais. Comment te sens-tu? Soulagé, épuisé. Un peu triste, honnêtement. Triste? Ouais. Je veux dire, je suis contente de m'être défendue, mais c'est quand même ma sœur. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Je sais. Mais tu ne peux pas contrôler les choix des autres. Tu ne peux contrôler que les tiens. Et tu as fait le bon choix. Nous avons parlé encore un moment, et quand j'ai raccroché, je me sentais un peu mieux. Brianna avait raison. J'avais fait ce que je devais faire. Je m'étais protégé. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait se sentir coupable. Au cours des jours suivants, la nouvelle du procès s'est répandue. Ma mère a appelé, furieuse. Comment as-tu pu humilier Chloé comme ça au tribunal? Devant un juge? Elle s'est humiliée toute seule, maman. Elle a commis une escroquerie. La juge l'a dit. Alors tu as ruiné sa vie. Non, elle a ruiné sa propre vie. J'ai juste refusé de la laisser ruiner la mienne aussi. Ma mère n'a plus appelé après ça. Mon père non plus. Ça faisait mal, mais je n'étais pas surprise. Ils avaient choisi leur camp depuis longtemps. Une semaine après la décision du tribunal, j'ai reçu une enveloppe par la poste. C'était de Chloé. À l'intérieur, il y avait un chèque de 1 000 € et un court mot. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. J'en enverrai plus quand je le pourrai. Je suis désolé pour tout. J'ai fixé le mot pendant un long moment. Les excuses semblaient creuses, comme quelque chose qu'elle avait écrit parce qu'elle le devait, pas parce qu'elle le pensait. Mais le chèque était réel. C'était un début. Je l'ai encaissé et lui ai envoyé un bref email accusant réception. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. 2 autres semaines se sont écoulées et j'ai commencé à remarquer des changements dans ma vie sans le stress constant de la manipulation de Chloé. Je me sentais plus calme, plus heureuse. J'avais plus d'énergie à consacrer à mon travail, à mes amis, à mes hobbies. J'ai commencé à suivre un cours de yoga le samedi matin. Je passais plus de temps à lire. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un, chose que j'avais mise en attente pendant des mois parce que j'étais trop épuisé pour investir dans quoi que ce soit de nouveau. Un soir, je suis tombé sur une vieille amie de l'université, Isabelle, dans une librairie. Nous nous étions perdus de vue au fil des ans, mais nous avons passé 1 heure à rattraper le temps perdu autour d'un café. Elle m'a parlé de sa vie, de sa carrière de graphiste, de son récent déménagement à Lyon. J'ai pensé à te contacter, a-t-elle dit. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu es kiné maintenant. C'est génial. Merci. J'adore ça. Es-tu heureuse? La question m'a prise au dépourvu. Oui, ai-je dit lentement. Je le suis. Ces derniers mois ont été difficiles, mais je suis dans une bonne situation maintenant. Elle a souri. Tu sembles différente, plus confiante. J'aime ça. Ces mots me sont restés. Je me sentais différente, plus forte, plus sûre de moi. Tenir tête à Chloé n'avait pas seulement été une question d'argent.
Il s'agissait de refuser d'être traité comme moins que ce que je méritais. Environ un mois après le procès, j'ai reçu un autre paiement de Chloé. 500 €, puis 400 € 2 semaines plus tard. Elle me remboursait par petits versements, mais elle payait. Je n'ai pas cherché à la remercier ou à accuser réception des paiements au-delà de la confirmation. Notre relation, quelle qu'elle ait été, était terminée. Un samedi après-midi, je faisais mes courses quand je suis tombé sur Antoine. Il avait l'air plus mince, plus vieux. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il passerait devant moi sans rien dire, mais il s'est arrêté. « Salut », a-t-il dit maladroitement. « Salut. » J'ai entendu parler du procès. Claire m'a dit qu'elle t'avait parlé. Ouais. Il s'est agité, mal à l'aise. Je suis désolé pour tout. Je sais que j'y ai participé. J'aurais dû tenir tête à Chloé. J'aurais dû arrêter ça avant que ça ne dégénère. J'ai hoché la tête. Tu aurais dû. Je sais. J'ai été un lâche. Je voulais juste la rendre heureuse et je n'ai pas pensé à qui était blessé dans le processus. Eh bien, maintenant tu sais. Il a baissé les yeux. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu l'aies emmenée au tribunal. Elle avait besoin de faire face aux conséquences. Elle ne l'a jamais fait avant. Ouais, j'ai fini par le comprendre. Nous sommes restés là un autre instant, le silence lourd et inconfortable. Puis il a hoché la tête et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir, ne ressentant rien. Ni colère, ni pitié, ni soulagement, juste du vide. Ce chapitre de ma vie était clos. Le temps que Chloé finisse de me rembourser, près de 5 mois s'étaient écoulés depuis le procès. Le dernier paiement est arrivé sans mots, sans message, juste un chèque pour le solde restant. Je l'ai encaissé et j'ai envoyé un email d'une seule ligne. Dette intégralement remboursée. Aucun contact supplémentaire n'est nécessaire. Elle n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai plus jamais revu Chloé. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait déménagé dans une autre ville, commencé à travailler dans la vente au détail et reconstruisait lentement sa vie. Je ne la suivais pas sur les réseaux sociaux. Je ne demandais pas de nouvelles. Elle n'était plus mon problème. Ma relation avec mes parents ne s'est jamais rétablie. Ils ont pris contact une fois, des mois plus tard, avec une vague invitation pour le dîner de Noël. J'ai poliment décliné. Ils n'ont pas insisté. Je pense qu'ils savaient que les dégâts étaient permanents, mais cela me convenait. Je m'étais construit une vie qui ne dépendait pas de leur approbation ou des drames de Chloé. J'avais de bons amis, un travail qui avait du sens et un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et j'avais appris quelque chose d'important. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui sont censées vous aimer. Mais vous ne leur devez pas votre douleur. Vous ne leur devez pas le pardon. Vous ne vous devez qu'à vous-même la dignité de tourner la page. 6 mois après le procès, je vivais une vie complètement différente. J'avais déménagé dans un appartement plus agréable, plus proche du travail, un 2 pièces lumineux avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Je l'avais décoré exactement comme je le voulais, avec des plantes sur chaque rebord de fenêtre et des œuvres d'art que j'avais choisies moi-même. Je me sentais chez moi d'une manière que mon ancien appartement n'avait jamais permis. Ma carrière était également florissante. J'avais été promu kinésithérapeute principal à ma clinique, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire et de plus de responsabilités. Je supervisais de nouveaux thérapeutes, aidais à concevoir des programmes de traitement et travaillais sur certains de nos cas les plus difficiles. Le travail était exigeant, mais il était épanouissant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais également commencé à animer un atelier le week-end pour les aspirants kinésithérapeutes dans un centre de formation local. Me tenir devant une classe, partager mes connaissances et ma passion pour le métier, était incroyable. Les étudiants étaient enthousiastes et reconnaissants, et j'adorais pouvoir les guider. Ma vie personnelle s'était également améliorée. Je sortais avec quelqu'un que j'avais rencontré à la salle de sport, un homme gentil et direct nommé Patrick, qui travaillait comme architecte paysagiste. Nous nous voyions depuis 3 mois, en prenant notre temps, et j'appréciais la simplicité de notre relation. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de drame, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Un jeudi soir, j'étais à l'appartement de Brianna pour dîner. Elle avait préparé des pâtes, et nous étions assises sur son canapé, buvant du vin et parlant de tout et de rien.
Elle savait tout ce qui s'était passé avec Chloé et avait été mon roc pendant toute cette épreuve. Tu as l'air vraiment heureuse, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Jean, sincèrement heureuse. Pas juste ça va, mais vraiment épanouie. J'ai souri. Je le suis. J'ai l'impression de vivre enfin ma vie selon mes propres termes. Tu le mérites. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites chaque bonne chose qui t'arrive. Merci. Je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir sans toi. Elle a fait un geste de la main. Tu t'en serais sorti. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous avons été interrompus par la vibration de mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, c'est bien Léa? La voix était féminine, jeune, incertaine. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Amélie. Je suis. Je suis la petite amie d'Antoine. Enfin, l'ex-petite amie maintenant. Je me suis redressé. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Je dois vous parler de Chloé. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai hésité. J'avais tourné la page. Je ne voulais pas être de nouveau entraîné dans leur désordre. Je n'ai plus vraiment de lien avec Chloé. S'il vous plaît, c'est important. Elle fait la même chose à quelqu'un d'autre, et je pense que vous êtes la seule personne qui puisse aider. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Bien sûr que Chloé n'avait rien appris. D'accord. Quand et où? Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un café. Quand j'ai raconté à Brianna ce qui se passait, elle a froncé les sourcils. Tu es sûr de vouloir t'impliquer là-dedans? Non, mais si elle arnaque quelqu'un d'autre, je ne peux pas l'ignorer. Tu ne dois rien à personne, Léa. Tu en as déjà assez bavé. Je sais, mais si je peux empêcher quelqu'un de vivre ce que j'ai vécu, je devrais au moins essayer. Le lendemain après-midi, j'ai rencontré Amélie au café. Elle avait la vingtaine, une énergie nerveuse et des yeux fatigués. Elle a commandé un thé mais y a à peine touché. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit. Je sais que c'est bizarre. C'est bon. Dites-moi ce qui se passe. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis sorti avec Antoine pendant environ 4 mois. On s'est rencontrés à sa salle de sport et les choses sont allées assez vite. Il semblait génial au début, mais ensuite il a commencé à me demander de l'argent. De petites sommes au début, puis des plus grosses. Il disait qu'il était entre deux boulots, qu'il avait besoin d'aide pour le loyer, que sa famille traversait une période difficile. Combien lui avez-vous donné? Presque 3000 €. J'ai senti une colère familière monter en moi. Laissez-moi deviner. Il a promis de vous rembourser et ne l'a jamais fait. Exactement. Et quand je l'ai finalement confronté, il est devenu sur la défensive et a rompu avec moi. Mais voilà le truc. J'ai fait des recherches. J'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre, une femme nommée Chloé. Mon estomac s'est noué. Ils sont de nouveau ensemble, apparemment. Et d'après ce que je peux voir, ils mènent la même arnaque sur d'autres personnes. J'ai trouvé une femme sur les réseaux sociaux qui a posté avoir prêté de l'argent à Chloé pour une urgence familiale et ne l'avoir jamais récupéré. Il pourrait y en avoir d'autres. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que la sœur d'Antoine, Claire, m'a parlé de vous. De ce que vous avez fait. Comment vous avez emmené Chloé au tribunal et gagné? Elle a dit que vous étiez la seule personne à lui avoir jamais tenu tête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aidez-moi à trouver comment les arrêter. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, et je ne sais pas quoi faire. Mais si nous pouvons trouver d'autres personnes qu'ils ont arnaquées, peut-être que nous pouvons monter un dossier ensemble. J'ai regardé le visage désespéré d'Amélie et j'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais tourné la page sur Chloé. Je m'étais construit une nouvelle vie. Mais entendre qu'elle faisait la même chose à d'autres, qu'elle n'avait rien appris, qu'elle continuait à faire du mal, ça me mettait en rage. D'accord, ai-je dit. Trouvons une solution. Au cours des 2 semaines suivantes, Amélie et moi sommes devenus des alliés improbables. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, comparant nos notes et retrouvant d'autres personnes qui auraient pu être arnaquées par Chloé et Antoine. Amélie avait trouvé 3 autres femmes via les réseaux sociaux, toutes avec des histoires similaires. Chloé s'était liée d'amitié avec elles, avait gagné leur confiance,
puis avait demandé des prêts qui n'ont jamais été remboursés. L'une était une collègue de Chloé de son nouveau travail dans la vente. Elle avait prêté 1200 € à Chloé pour des réparations de voiture. Une autre était une femme de la salle de sport de Chloé qui lui avait donné 800 € pour des frais médicaux. La troisième était une ancienne voisine à qui on avait demandé 2000 € pour une facture vétérinaire d'urgence pour un chien que Chloé prétendait avoir. Lorsque nous avons contacté ces femmes et leur avons expliqué ce que nous faisions, elles étaient toutes prêtes à aider. Elles avaient eu trop honte pour engager des poursuites judiciaires seules, pensant qu'elles avaient simplement été naïves. Mais savoir qu'elles n'étaient pas seules a tout changé. Nous avons compilé toutes les preuves, relevés de transactions, SMS, promesses de remboursement, excuses. Le schéma était identique à ce que Chloé m'avait fait. Elle trouvait des personnes vulnérables, gagnait leur confiance et exploitait leur gentillesse. Amélie et moi avons rencontré mon avocat, amenant les 4 femmes avec nous. Il a tout examiné attentivement. C'est un schéma clair d'escroquerie, a-t-il dit. Avec plusieurs victimes. Cela dépasse le cadre du tribunal d'instance. C'est une fraude criminelle. Vous pourriez déposer une plainte à la police. Feront-ils vraiment quelque chose, a demandé l'une des femmes. Avec autant de preuves et autant de victimes, oui, ils enquêteront. Et s'ils trouvent suffisamment d'éléments pour porter des accusations, Chloé et Antoine pourraient faire face à de graves conséquences. Nous avons déposé une plainte cette semaine-là. L'inspectrice chargée de l'affaire, une femme nommée Hernandez, nous a pris au sérieux. Elle a examiné nos preuves, a interrogé chaque victime séparément et nous a assuré qu'elle donnerait suite. Des affaires comme celle-ci prennent du temps, nous a-t-elle prévenu. Mais vous avez fait un excellent travail en documentant tout. Cela va beaucoup faciliter notre travail. Pendant que nous attendions que l'enquête progresse, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé m'a appelé. J'ai fixé mon téléphone, hésitant à répondre. Je ne lui avais pas parlé depuis la fin du procès, mais la curiosité l'a emporté. Allô. Léa. Sa voix était tendue, crispée. Nous devons parler. Nous n'avons rien à faire. S'il te plaît, je sais que tu es derrière tout ça. Je sais que tu as parlé à des gens, que tu as répandu des mensonges sur moi. Je n'ai répandu aucun mensonge. J'ai dit la vérité. Tu ruines ma vie. Je venais enfin de me remettre sur pied et maintenant tu essaies de me détruire à nouveau. Je n'essaie pas de te détruire. Tu t'es détruite toute seule. Tu ne cesses de faire du mal aux gens. Ces femmes mentent. Elles exagèrent. Ce n'était pas comme ça. Chloé, il y a 4 femmes différentes avec exactement la même histoire. Toutes ont des preuves. Tu ne peux pas t'en sortir en mentant. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix a changé, est devenue suppliante. Léa, s'il te plaît, si ça va plus loin, je pourrais aller en prison. C'est ce que tu veux? Tu veux ta propre sœur en prison. Tu n'es pas ma sœur. Tu as cessé d'être ma sœur il y a longtemps. Comment peux-tu dire ça après tout? Après tout? Après tout ce que tu m'as fait subir? Après toutes les fois où tu t'es servi de moi, m'as humilié, m'as fait sentir sans valeur. Tu n'as pas le droit de jouer la carte de la famille maintenant. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais j'essaie de changer. En arnaquant plus de gens? Ce n'est pas un changement, Chloé. C'est juste plus de la même chose. J'avais besoin de l'argent. J'étais désespéré. Tu es toujours désespéré. Tu es toujours la victime. Mais tu ne prends jamais la responsabilité de ce que tu fais. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de culpabilité, pas de tristesse, juste une froide certitude que je faisais ce qu'il fallait. S'il te plaît, Léa, je t'en supplie. Dis-leur de laisser tomber. Dis-leur que tout ça n'était qu'un malentendu. Je rembourserai tout le monde. Je le promets. Tes promesses ne signifient rien. Elles n'ont jamais rien signifié. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu as fait tes choix et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient, mais je me sentais puissante. Pendant des années, Chloé avait contrôlé notre relation. Elle avait contrôlé quand nous parlions, de quoi nous parlions, comment j'étais censé me sentir. Mais plus maintenant. 2 semaines plus tard,
l'inspectrice Hernandez a appelé pour nous dire que des accusations étaient portées contre Chloé et Antoine. Le bureau du procureur avait examiné les preuves et déterminé qu'il y en avait assez pour poursuivre. Ça ira au procès, a-t-elle dit. Et avec les preuves que vous avez fournies, je pense que vous avez un dossier solide. Amélie et moi avons rencontré les autres femmes pour partager la nouvelle. Il y avait du soulagement sur leur visage, mêlé d'anxiété quant à la suite. Merci, m'a dit l'une d'elles. Je n'aurais jamais eu le courage de faire ça toute seule. Vous n'aviez pas besoin de courage, lui ai-je dit. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous dise que vous n'étiez pas folle, que ce qui vous était arrivé n'était pas normal. Elle a souri, les larmes aux yeux. Eh bien, merci d'avoir été cette personne. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. J'y ai assisté en tant que témoin, avec les autres victimes. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, mais l'atmosphère était lourde de tension. Chloé et Antoine étaient assis au banc des accusés, tous deux semblant diminuer. Chloé portait une robe sobre et un maquillage minimal, essayant clairement de paraître sympathique. Antoine fixait ses mains. L'accusation a exposé l'affaire méthodiquement. Ils ont présenté nos preuves, les SMS, les relevés de transactions, le schéma de comportement répété. Ils ont appelé chaque victime à la barre pour raconter son histoire. Quand ce fut mon tour, j'ai parlé clairement et calmement, décrivant ce que Chloé m'avait fait et comment la découverte qu'elle le faisait à d'autres m'avait poussé à agir. L'avocat de Chloé a tenté de nous dépeindre comme vengeresses, comme des personnes avec des rancunes personnelles essayant de détruire une femme innocente, mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour plusieurs chefs d'accusation de fraude. Le juge a fixé la sentence 2 semaines plus tard. Ce jour-là, Chloé a été condamnée à 18 mois de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 mois. Antoine a reçu 15 mois. Ils ont également été condamnés à rembourser intégralement toutes les victimes, avec intérêt. Alors que l'huissier les emmenait, Chloé s'est retournée vers moi. Son visage était un mélange de colère et de désespoir, mais j'ai soutenu son regard sans broncher. Je ne ressentais aucun triomphe, aucune joie, aucune justification. Juste un sentiment tranquille de clôture. À l'extérieur du palais de justice, les autres femmes et moi nous tenions ensemble sous le soleil de l'après-midi. Amélie m'a serré dans ses bras. On l'a fait, a-t-elle dit. On l'a vraiment fait. Tu l'as fait, ai-je corrigé. Tu as été assez courageuse pour prendre contact. C'est toi qui as commencé tout ça. Mais tu m'as montré que c'était possible. Tu nous l'as montré à toutes. Nous avons échangé nos coordonnées et promis de rester en contact. En nous séparant, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas parce que Chloé allait en prison, mais parce que justice avait été rendue. Parce que des personnes qui avaient été blessées avaient été entendues. La vie a continué. Patrick et moi nous sommes rapprochés, et après 1 an de relation, nous avons emménagé ensemble. C'était une grande étape, mais elle semblait juste. Il comprenait mon besoin d'indépendance, ma méfiance envers la famille, ma détermination à construire quelque chose de différent. Ma carrière a continué à s'épanouir. On m'a offert un poste de directrice des services de rééducation dans un plus grand hôpital, que j'ai accepté. Le nouveau rôle était stimulant et gratifiant, me permettant de façonner des programmes et de former des dizaines de thérapeutes. Je n'ai plus entendu parler de Chloé, mais j'ai eu des nouvelles d'elle. Elle a purgé ses 12 mois avant d'être libérée sur parole. D'après ce que j'ai compris, elle a déménagé dans une autre région pour tout recommencer. Antoine a fait de même. J'espérais qu'ils avaient appris quelque chose, mais j'en doutais. Certaines personnes ne changent jamais. Mes parents ont pris contact une fois après le procès, un bref email exprimant leur déception quant à la tournure des événements. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas reconnu leur rôle dans le fait d'avoir permis à Chloé d'agir ainsi pendant tant d'années. Ils ont juste dit qu'ils espéraient qu'un jour nous pourrions tous passer à autre chose. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai renoué des liens avec d'autres membres de la famille. Ma tante du côté de mon père m'a contacté après avoir entendu parler du procès. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu ce qui se passait quand nous étions plus jeunes, de ne pas être intervenue. Nous avons commencé à déjeuner ensemble 1 fois par mois, et ces conversations m'ont aidé à comprendre que tous les liens familiaux n'étaient pas toxiques. 2 ans après la condamnation de Chloé, j'étais à une conférence de kinésithérapie à Paris quand je suis tombé sur Claire, la sœur d'Antoine. Nous nous sommes reconnus immédiatement. Léa,
a-t-elle dit, surprise. Comment vas-tu? Je vais bien. Vraiment bien. Toi aussi. Je suis contente de te croiser. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour avoir fait ce qu'il fallait faire. Antoine avait besoin de faire face aux conséquences. C'était la seule façon pour lui de changer. En fait, il va bien maintenant. Il a trouvé un travail dans le bâtiment. Il rembourse ses dettes. Il prend enfin ses responsabilités. Je suis contente de l'entendre. Et je voulais m'excuser pour la part de ma famille dans tout ça. J'aurais dû intervenir plus tôt. Tu as fait ce que tu pouvais quand c'était important. C'est ce qui compte. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous séparer. C'était une rencontre étrange, mais pas désagréable. En repensant à tout ça, je me demande parfois si j'aurais pu gérer les choses différemment. Si j'avais pu fixer des limites plus tôt, partir plus tôt, éviter tout ce gâchis. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas la question. La question était que je m'étais enfin défendu. J'avais refusé d'être utilisé. Et ce faisant, j'avais aidé d'autres personnes à faire de même. Chloé a purgé sa peine et a sombré dans l'anonymat, travaillant apparemment dans des emplois peu rémunérés et luttant pour reconstruire un semblant de la vie qu'elle avait autrefois prétendu avoir. Antoine a suivi un chemin similaire, et ils ne se sont jamais remis ensemble. Les paiements de dédommagement arrivaient sporadiquement, mais ils arrivaient. Les autres femmes ont continué leur vie, plus fortes d'avoir tenu tête. Quant à moi, j'ai appris que la vengeance ne consiste pas à détruire. Elle consiste à refuser d'être détruite. Elle consiste à tracer une ligne et à dire plus jamais. Et parfois, la plus douce des vengeances est simplement de vivre bien, entouré de personnes qui vous apprécient, en faisant un travail qui a du sens, et en ne laissant plus jamais personne vous faire sentir petite.